un camé inestimable, brisé, et un village plein de secrets. Bienvenue dans Détective Eternos. Je suis votre hôte Louis. Partagez vos impressions ci-dessous. D'où regardez-vous aujourd'hui? J'ai hâte de lire vos commentaires. Plongeons-nous dans l'aventure. C'était le genre de matinée qui aurait satisfait même le photographe de bulletin paroissial le plus exigeant. Un soleil radieux, une légère brise et une profusion de roses trémières hochant la tête avec approbation dans le jardin du presbytère. La fête annuelle du jardin de St. Mary Mead était le point culminant du calendrier estival du village, et ce samedi-là, l'air était empli du parfum des scones, du tri lointain de la fanfare et du léger tintement des tasses de thé. Miss Jane Marple, assise à une table près du treillis de rosiers, avait une vue imprenable sur les événements. Elle observait ostensiblement le jugement du concours d'éponge Victoria, mais son regard errait discrètement et sans prétention sur la foule. Elle connaissait presque tous les visages, les jeunes mères enthousiastes du cercle de couture, le marguillier solennel aux chaussures trop serrées, et la nouvelle arrivée, Madame Clarisse Arborough, dont chaque geste semblait répété pour un public. C'est Madame Arborough qui, plus tard dans la journée, allait occuper toutes les conversations chuchotées du village. Non pas à cause de son impressionnant chapeau à plumes de faisan, ni de sa façon de glisser des compliments un peu trop pointus, mais à cause de la curieuse petite scène qui se déroula juste avant le tirage de la tombola. L'événement avait commencé de façon assez innocente. Madame Arborough, tout sourire et au rire rauque, avait parcouru le stand de charité tenu par mademoiselle Ellie Pratt. On y trouvait les curiosités habituelles, des figurines en porcelaine ébréchée, le calendrier de l'année précédente, une théière légèrement cabossée et un petit écrin en velours. Ce dernier contenait une broche camée, dont la délicate sculpture du profil d'une femme brillait doucement au soleil. « Oh, comme c'est exquis !» s'exclama Madame Arborough en soulevant l'étui pour l'examiner de plus près. « Cela me rappelle quelque chose que ma chère tante Lavinia possédait autrefois. Je me le demande. » Sa voix s'interrompit, il referma l'étui et le rendit à mademoiselle Pratt, même si ses doigts s'attardèrent un peu trop. C'est alors que l'accident se produisit, du moins le sembla-t-il. L'écrin glissa, tomba sur la table à tréteaux, et la broche tomba au sol avec un bruit sec et définitif. Le camé était en 2 morceaux, sa face sculptée étant maintenant fracturée. Des exclamations de surprise s'élevèrent parmi les personnes présentes, et mademoiselle Pratt poussa un petit cri. « Oh là là !» C'était prévu pour le lot de la vente aux enchères. Madame Arborough, les joues rouges, s'excusa à plusieurs reprises, mais sa bouche était étrangement pincée. « Je paierai, bien, sûr, insista-t-elle. Pourtant, la conversation autour du stand ne s'arrêta pas là. Au moment du tirage au sort, le camé brisé était devenu un objet de spéculation. Madame Arborough prétendait qu'il s'agissait d'un simple accident, tandis que mademoiselle Pratt marmonnait qu'il s'agissait d'une négligence. Mais Miss Marple, sirotant son thé avec sérénité, avait remarqué une toute autre expression dans les yeux de Madame Arborough lorsqu'elle avait vu la broche pour la première fois. Ce n'était pas un enchantement, c'était une reconnaissance teintée de quelque chose de terrible. La fête continua, mais un courant sous-jacent s'était installé et le moindre incident semblait désormais plus âpre. Lorsque Madame Arborough s'excusa plus tôt, prétextant un mal de tête, son départ fut marqué par plus d'un sourcil arqué. C'est plus tard, dans l'après-midi, après que les tables ont été pliées et les banderoles retirées, que le véritable choc est survenu. La nouvelle se répandit. Rapidement, Madame Arborough avait été retrouvée morte dans son salon, une tasse de thé à moitié finie sur la table d'appoint et la trousse de velours vidée sur le tapis à côté de sa chaise. La nouvelle s'abattit sur St. Mary Mead comme une gelée soudaine par un matin de printemps. Chez l'épicier, Madame Hartley chuchota à M. Semming qu'il devait s'agir d'un poison à la poste, et le jeune Tommy Pritchard déclara qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Et à l'auberge du Sanglier Bleu,
le propriétaire acquiesça d'un air entendu et proclama que les Londoniens sèment le trouble. Miss Marple, quant à elle, ne fait aucune déclaration. Elle se contenta de replier son chapeau, de mettre de côté ses gants de jardinage et de commencer à ranger son salon, une tâche qu'elle accomplissait souvent lorsqu'elle avait envie de réfléchir. Elle repensa à l'arrivée de Madame Harborough au village 3 mois plus tôt, avec son air aisé et ses vagues allusions aux temps difficiles de la ville. Elle pensa aussi à la façon dont Madame Harborough semblait ne connaître personne assez bien pour inspirer la loyauté, tout en attirant un cercle restreint de curieux et d'envieux. Et elle pensa surtout à cette apparition brisée, à la façon dont Madame Harborough l'avait gérée, à la façon dont elle l'avait laissé tomber, et à la façon étrange dont son regard trahissait quelque chose de plus profond que de la maladresse. La police arrive en temps voulu, menée par l'inspecteur Crail, un homme de grande taille, adepte des conclusions hâtives. On dirait qu'elle a appris quelque chose elle-même, dit-il, debout au-dessus de la silhouette immobile de Madame Harborough. Aucun signe d'effraction, et pas une seule marque sur elle. La pauvre femme devait être la cause de la tension. Miss Marple, invitée à assister à la scène du fait de sa proximité, inclina la tête. « En effet, inspecteur, dit-elle d'un ton doux, vivre si loin de ceux qu'on connaît et peut-être du passé qu'on souhaite oublier a dû être une véritable épreuve. » L'inspecteur lui adressa un bref sourire poli, le genre de sourire qu'on adresse à une dame âgée qui a dit quelque chose de bizarre. « On va appeler le médecin pour confirmation. Probablement une cause naturelle. » Mais le regard de Miss Marple s'arrêta un instant sur l'étui en velours posé sur le tapis. Une légère trace le long du fermoir, un résidu terne et poudreux, laissait à désirer. Et elle pensa, une fois de plus, que la nature humaine avait tendance à se révéler dans les plus petits accidents. Dehors, le village reprit son calme. Pourtant, sous ce calme résidait la certitude qu'un événement surnaturel s'était produit et que, quoi qu'il en soit, il ne resterait pas longtemps caché. De retour chez elle, Miss Marple se servit une tasse de thé et s'installa dans son fauteuil. Elle ne doutait pas que la destruction du camé et la mort de Madame Harborough étaient liées, et elle savait aussi qu'avec le temps, le village lui-même apporterait les réponses nécessaires si l'on savait où chercher. Pour l'instant, elle attendrait. Les gens parlaient, et lorsqu'ils le faisaient, ils en révélaient bien plus qu'ils ne le voulaient. Et à Saint. Mary Mead, les ragots étaient à la fois un passe-temps et, entre de bonnes mains, un outil d'enquête. Dimanche matin, Saint. Mary Mead bourdonnait d'une énergie qui ne pouvait signifier qu'une chose. Il y avait un nouveau sujet de conversation, et il était à la fois tragique et irrésistiblement intrigant. Les cloches de l'église sonnèrent dans la verdure tandis que les villageois se rendaient à l'office du matin, bien que peu d'entre eux semblaient disposés à discuter du sermon. Au lieu de cela, à voix basse et avec des regards significatifs, ils échangèrent des bribes de ce que chacun avait entendu sur la mort subite de Madame Harborough. Au Lychgate, Madame Hartley se pencha vers Madame Price Ridley. Le médecin avait parlé d'insuffisance cardiaque, vous savez, mais entre nous, Clarisse Harborough n'était pas du genre à s'effondrer sans raison, et cette histoire de broche hier, eh bien, je n'aime pas les coïncidences. Madame Price Ridley hocha la tête solennellement. Moi non plus. Et elle était en parfaite santé à la fête, à ce qu'on dit. Remarquez, elle était toujours un peu tendue. Peut-être que quelque chose la tracasse. À l'intérieur de la nef, Miss Marple prend sa place habituelle près du bas-côté. Elle écoutait le bruissement des cantiques, le léger craquement des bancs et une toux occasionnelle, mais sous-jacente à tout cela, perçait un courant incessant de curiosité. Le village faisait ce qu'il faisait toujours face à une mort inattendue. Il cherchait toutes les explications possibles, entremêlant vérité et imagination jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en distinguer la couture. Après la cérémonie, la congrégation s'attarda en petits groupes
à Satactos-on-Aas, l'extérieur. Tommy Pritchard, le neveu du facteur, tenait la cour avec 2 camarades de classe, expliquant avec délectation que Madame Harborough avait été empoisonnée par une substance rare que l'on ne trouve que dans la jungle amazonienne. Son autorité reposait uniquement sur le fait qu'il avait un jour livré un colis à sa chaumière. « Ne sois pas ridicule, Tommy, » dit Alice Finch, qui avait entendu. Si c'était du poison, la police aurait déjà arrêté quelqu'un. Le menton de Tommy se dressa. « Tu verras. Je parie que c'est un de ces poisons lents qui ne laissent aucune trace. Mon oncle dit que les criminels londoniens les connaissent que bien. » Miss Marple passa sans faire de commentaire, bien qu'elle ait classé l'invention dramatique de Tommy comme un autre exemple de la rapidité avec laquelle l'esprit peut fournir un récit pour combler un inconnu. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple se retrouva au salon du presbytère, invitée à prendre le thé par Madame Weatherby, l'épouse du pasteur. Madame Weatherby, qui possédait à la fois un bon cœur et une vive curiosité, ne perdit pas de temps. « Ma chère Jane, vous avez dû entendre la conversation. Quelle affreuse pauvre Madame Harborough, et dire qu'elle n'était là que depuis peu. Quel dommage. » Elle versa le thé et se pencha légèrement. « Mais ne trouvez-vous pas cela étrange, cette brève apparition hier, et puis ça? On aurait dit qu'elle s'était tue, laissant planer le sous-entendu. » Miss Marple remuait doucement son thé. « Les coïncidences sont curieuses, ma chère. Il faut en être absolument certain avant de conclure à leur innocence. Mais bien sûr, il est bien trop tôt pour le dire. » Madame Weatherby hocha la tête, même si son regard trahissait un désir de spéculation plus précis. L'inspecteur semble convaincu qu'il s'agissait de causes naturelles. Il a dit qu'elle avait peut-être été victime d'une crise d'épilepsie soudaine. C'est possible, Miss Marple était d'accord, mais d'après mon expérience, les crises laissent rarement une pièce dans un tel désordre. Les yeux de Madame Weatherby s'écarquillèrent. Désarroi? Miss Marple esquissa un léger sourire. Simple impression, d'après ce que j'ai pu voir. Rien de concluant, vous comprenez? Pendant ce temps, dans d'autres quartiers du village, les théories se multipliaient. À l'auberge du Sanglier Bleu, le propriétaire, M. Porter, déclare avec assurance que Madame Harborough a été victime d'un cambriolage. « Croyez-moi, dit-il à un petit groupe d'habitués, quelqu'un est venu chercher cette broche. On ne casse pas un truc pareil par accident. Je suppose qu'elle a reconnu sa valeur et que quelqu'un d'autre savait qu'elle la détenait. Il l'a probablement suivie jusque chez elle. L'un de ses clients, M. Sims de l'épicerie, fronça les sourcils. Mais ils n'ont rien pris d'autre, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas à un cambriolage en bonne et due forme, à mon avis. M. Porter ne s'est pas laissé décourager. Certains voleurs sont exigeants. Je ne veux qu'une chose. Ça pourrait être un objet de famille valant une fortune. Miss Marple, rentrant chez elle par le chemin, capta des bribes de ces conversations. Elle ne les confirma ni ne les infirma en passant. Elle savait, par expérience, que laisser les gens s'exprimer librement était le meilleur moyen de distinguer l'improbable du purement fantaisiste. Le lundi matin, l'inspecteur Crail retourna à St. Mary Mead, l'air vif mais légèrement exaspéré. Il avait visiblement écouté plus de ragots qu'il n'en trouvait utile. « Mademoiselle Marple !» la salua-t-il en se retrouvant devant le bureau de poste. « J'imagine que vous connaissez toutes les théories du village, du poison au vol de bijoux. »« Les gens aiment les mystères, l'inspecteur, » dit-elle aimablement. « Cela leur donne matière à réflexion, au-delà de la météo. » Il soupira. « Eh bien, je vais vous dire ce que je peux. Il n'y a aucun signe d'effraction, rien ne manque à part la broche elle-même, et le rapport du médecin penche pour un arrêt cardiaque soudain, peut-être du stress, peut-être rien du tout. Mais je vais garder l'esprit ouvert. » Miss Marple incline la tête. Très sage. Je pense toujours que c'est une erreur de fermer son esprit trop tôt. Bien souvent, c'est le détail négligé qui s'avère décisif. Il lui adressa un bref signe de tête avant de se diriger vers le cottage des Harborough. Miss Marple le regarda partir,
pensant aux résidus poudreux qu'elle avait aperçus sur le fermoir de la broche et à la réaction étrange de Madame Harborough à la fête. Mardi, le village s'était installé dans un rythme étrange, mi-solennel, mi-attendu. Les funérailles n'avaient pas encore été organisées, et ce vide dans les procédures semblait prêter à spéculation. Entre-temps, certains détails commençaient à émerger. On disait que Madame Harborough avait reçu très peu de lettres durant son séjour à St. Mary Mead, mais la veille de sa mort, la maîtresse de poste se souvient avoir livré une enveloppe portant un cachet de la poste londonienne. C'était une remarque mineure, mais Mademoiselle Marple la nota soigneusement. Il y avait aussi la question de ses visiteurs, ou plutôt de leur absence. Personne au village ne se souvenait avoir vu quelqu'un de l'extérieur venir à sa maison. Elle était plutôt amicale en public, mais sa vie privée semblait se cacher derrière un rideau invisible. Ce soir-là, alors que Miss Marple tricotait près de sa fenêtre, elle réfléchissait à la façon dont les gens protégeaient leur passé. Certains le faisaient par pudeur, d'autres par fierté, et quelques-uns parce que le passé contenait quelque chose qu'il valait mieux taire. Clarisse Harborough, elle en était certaine, appartenait à cette dernière catégorie. Le lendemain, un changement se produisit. Un jeune homme arriva au village, grand, aux cheveux noirs, vêtu d'un costume sur mesure rare à St. Mary Mead. Il se rendit directement au cottage Harborough et y resta près d'une heure. Personne ne connaissait son nom, mais Madame Hartley rapporta qu'il avait l'air de quelqu'un habitué à donner des ordres. Dès le jeudi matin, sa présence était déjà ancrée dans le tissu des théories du village. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un notaire chargé des affaires de Madame Harborough. D'autres murmuraient qu'il pourrait s'agir d'un parent, mais personne ne pouvait affirmer avec certitude que Madame Harborough avait de la famille vivante. Miss Marple, assise avec son thé, repensa au camée brisé. Ce n'était pas un simple ornement. C'était peut-être un lien avec le passé, peut-être avec une vérité que Madame Harborough avait tenté de taire. Et elle avait le sentiment que l'arrivée du jeune homme signifiait que ce qui se cachait derrière cette vérité allait bientôt éclater au grand jour. Dans les jours à venir, elle devrait écouter attentivement, car dans un village comme St. Mary Mead, les secrets restaient rarement enfouis. Ils avaient tendance à refaire surface, tels des cailloux émergeant du sol après une forte gelée, prêts à faire trébucher les imprudents. Le vendredi, la retenue polie qui avait brièvement tenu les esprits les plus spéculatifs du village commençait à s'effriter. Les funérailles de Madame Harborough étaient encore incertaines, et la présence de cet inconnu, grand et bien habillé, avait éveillé l'imagination. Son départ par le train du matin, sans même un mot à quiconque au village, ne fit qu'accroître le mystère. C'est lors du thé de Madame Witherby que la conversation a inévitablement tourné vers la question de savoir qui aurait pu avoir une raison de souhaiter du mal à Madame Harborough. « Je ne suis pas du genre à jeter la pierre », commença Madame Hartley en se versant une deuxième tasse. « Mais si vous me demandez, il y avait quelque chose d'un peu trop familier entre Madame Harborough et Monsieur Léonard Sims. » La remarque fit un léger bruit autour de la table. Monsieur Sims, propriétaire de l'épicerie du village, était un veuf de 45 ans, aux manières douces, qui avait un penchant pour le cirage de ses lunettes dès qu'il hésitait. On l'avait vu à plusieurs reprises bavarder amicalement avec Madame Harborough. Madame Wetherby pinça les lèvres. Un air familier, peut-être, mais sans doute pas un motif de suspicion. Léonard est un gentleman. Gentleman ou pas, poursuivit Madame Hartley. Il lui a rendu visite à 2 reprises au cours du mois dernier, une fois le soir, et je peux vous assurer que ces visites n'avaient pas pour but de lui livrer des provisions. Miss Marple, assise près de la fenêtre, nota une petite note mentale. D'après son expérience, les visites nocturnes dans un village pouvaient prendre toutes sortes de formes, d'un échange de livres anodins à une dispute discrète.
mais le fait que le nom de Leonard Sims ait émergé si rapidement suggérait que d'autres l'avaient également remarqué. La conversation s'est rapidement portée sur une autre figure, Ellie Pratt, la propriétaire du stand de charité. Plusieurs dames se sont souvenues de la stupéfaction d'Ellie lorsque le camé s'est brisé. Elle était plus que troublée, dit Mme Price Ridley d'une voix aigre. On aurait dit qu'elle avait avalé une guêpe. Et elle fut assez prompte à dire que c'était pour la vente aux enchères, même si je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait déjà vue sur la liste. C'est tout à fait vrai, a reconnu Mme Weatherby. Quand j'ai examiné les objets mis aux enchères jeudi soir, je n'ai constaté aucune broche. Peut-être s'agissait-il d'un ajout tardif. Miss Marple ne fit aucun commentaire, mais une idée se dessinait dans son esprit. Le camé n'était pas simplement resté là. Il avait été placé là, sur le stand, dans un but précis, vendre, exposer ou attirer l'attention. Plus tard dans la journée, Miss Marple se rend chez l'épicier pour sa commande habituelle. Elle trouva Leonard Sims derrière le comptoir, pesant des feuilles de thé avec sa précision habituelle. « Bonjour, Monsieur Sims, dit-elle aimablement. J'ai été profondément attristée d'apprendre le décès de Madame Harborough. Vous avez dû être profondément choquée. »« Oui, en effet, Miss Marple, » répondit-il en ajustant ses lunettes. « Quelle horreur! C'était une dame bien, même si elle n'était peut-être pas faite pour la vie de village. Tu étais déjà allé à son chalet, je crois ?» La question fut posée avec douceur, presque distraitement, comme si elle n'avait pas grande importance. Mais Miss Marple remarqua le léger serrement de sa mâchoire avant qu'il ne réponde. « J'y suis allé une ou deux fois, oui. Elle était intéressée par certains produits, des tisanes et autres, des choses que nous n'avons pas habituellement en stock, mais je lui ai dit que je pourrais les commander. Elle avait des goûts très particuliers. » Miss Marple le remercia et fit son achat, repartant avec l'image du choix judicieux des mots de Leonard Sims. Les gens en disent souvent plus par leurs omissions que par leurs paroles. Ce soir-là, l'inspecteur Crail se rend au cottage de Miss Marple. Il semblait un peu plus animé qu'avant. « J'ai parlé à cette Pratt, » dit-il sans préambule. Elle jure que le camé a été offert anonymement. Elle dit qu'il est arrivé dans une boîte avec d'autres bricoles. Elle prétend ignorer qui l'a apporté. « Des revendications ?» répéta doucement Miss Marple. « Eh bien, c'est plutôt pratique, non ? Impossible de retrouver le donateur si on ne sait pas qui il est. Et voilà un autre détail. Madame Harborough avait un petit coffre-fort dans son cottage. Rien de grandiose, mais fermé à clé. Nous allons le faire ouvrir. » Miss Marple incline la tête. « Vous pensez que la broche vient de là ? C'est possible. Peut-être aussi que quelqu'un l'a cachée sur le stand pour qu'elle la trouve. Je ne peux pas encore le dire, mais plus je la regarde, plus je me dis que cette broche était au cœur de ce qui s'est passé. » Une fois l'inspecteur parti, Miss Marple s'assit dans son fauteuil et laissa ses pensées vagabonder sur le village. Leonard Sims était réservé, peut-être pour une raison personnelle, à rendre visite à Madame Harborough. Ellie Pratt, troublée, dissimula peut-être l'origine de la broche, et le donateur anonyme qui pouvait être l'un d'eux ou quelqu'un d'autre. Le samedi matin, un autre détail, certes mineur mais révélateur, apparut. La femme de ménage de Madame Harborough, une femme vive nommée Violet Briggs, mentionna à Madame Weatherby que son employeur était dans un état lamentable après avoir reçu une lettre la veille de la fête. « Elle n'a pas dit ce qu'il y avait dedans, » lui a dit Violette, « mais elle l'a déchirée aussitôt et l'a brûlée dans l'âtre. Elle a dit qu'elle en avait assez d'être importunée. Madame Weatherby, bien sûr, a transmis cela à Miss Marple dans l'heure. « Harcelée, » répéta Miss Marple d'un ton pensif. « Un mot fort, vous ne trouvez pas ? Il suggère quelque chose de persistant et d'important. » Le même après-midi, Leonard Sims fut aperçu en pleine conversation animée avec Ellie Pratt devant le bureau de poste. Aucun des deux ne remarqua Miss Marple qui passait de l'autre côté de la rue. Elle observe attentivement leurs expressions. Ellie paraissait sur la défensive, tandis que Léonard avait les lèvres crispées.
Il ne s'agissait pas d'un échange entre deux personnes partageant une anecdote anodine. Le soir venu, Miss Marple avait une idée précise du paysage. Deux personnages intéressaient clairement la personne, Leonard Sims et Ellie Pratt, chacun lié à la broche de différentes manières. Il y avait aussi le mystérieux donateur et l'étranger venu de Londres, dont l'apparition pourrait être liée aux derniers jours de Madame Arborough. Elle soupçonnait que la broche était plus qu'un simple ornement. Les objets portaient souvent une histoire, et parfois une histoire dangereuse. La réaction de Madame Arborough à sa reconnaissance, à son effroi et à son refus de la garder suggérait qu'il s'agissait d'un fragment de son passé, qu'elle espérait enfoui. Pour l'instant, Miss Marple ferait ce qu'elle avait toujours fait, attendre, observer et laisser les gens parler. Dans les jours à venir, elle s'attendait à ce que le village en révèle plus qu'il ne le pensait. Après tout, les secrets avaient tendance à se dévoiler, souvent sous des allures de remarques désinvoltes. Et à St. Mary Mead, les remarques désinvoltes n'étaient jamais vraiment désinvoltes. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler sur la table. Il faudrait de la patience pour déterminer où chacun se trouve. Le dimanche matin, un soleil pâle éclairait la brume qui persistait dans les haies. St. Mary Mead semblait plus calme que d'habitude, même si c'était un silence trompeur, celui qui laissait penser que les gens étaient confinés dans leur cuisine, discutant à voix basse autour d'une tasse de thé, répétant les dernières nouvelles concernant la mort de Madame Arborough. Miss Marple, faisant sa promenade habituelle avant l'église, s'arrêta devant le cottage de Arborough. Les rideaux étaient tirés dans les pièces de devant et le portail était légèrement entr'ouvert. L'inspecteur Crail y avait placé un agent de police pour quelques jours, mais ce matin, le seul signe de vie était la faible odeur de fumée s'échappant de la cheminée. Elle continua vers le presbytère, où Madame Wetherby l'attendait pour un bref échange avant la cérémonie. L'épouse du pasteur l'accueillit à la porte avec une expression qui laissait entendre qu'elle brûlait d'envie de partager quelque chose. « Jane, tu ne devineras jamais, » commença-t-elle à voix basse. « Violette Briggs est venue me voir hier soir. Elle était bouleversée et m'a dit avoir trouvé quelque chose dans l'arrière-cuisine du cottage de Madame Arborough. Quelque chose que l'inspecteur aurait pu ignorer. » Miss Marple haussa un sourcil. « Oublié ?» Madame Wetherby hocha gravement la tête et fouilla dans un tiroir latéral. Elle en sortit un petit morceau de papier, légèrement bruni sur les bords, comme s'il avait été près d'une flamme, mais pas encore complètement consumé. « C'était derrière le seau à charbon, » expliqua Madame Wetherby. « Violette dit qu'il avait dû être emporté là par accident. Elle ne voulait pas aller voir la police tout de suite, mais elle me le montrerait d'abord, pour voir si c'était important. » Miss Marple prit délicatement le morceau entre ses doigts. L'écriture était rapide, à l'encre noire épaisse. Seuls quelques mots restaient lisibles. « Rends ce que tu as pris, sinon cela sera connu. Le reste a été perdu à cause d'une brûlure et d'une déchirure déchiquetée. »« Intéressant, » murmura Miss Marple. « Je suppose que Violette n'a aucune idée de ce à quoi cela fait référence ? » ?»« Absolument pas. Elle a dit que Madame Arborough avait brûlé une lettre la veille de la fête. Ça devait en faire partie. Tu crois que ça parle de la broche ? » Miss Marple rendit le morceau avec précaution. « C'est possible. Ou alors, il pourrait s'agir de quelque chose de complètement différent. Mais une telle formulation évoque un ultimatum, vous ne trouvez pas ? Et les ultimatums ont le don de désespérer. » Ce matin-là, à la messe, Miss Marple resta assise en silence, mais son esprit n'était pas concentré sur les cantiques. Elle pensait au bout de papier. Si la lettre était une menace, son expéditeur était peut-être au village, ou du moins connaissait Madame Arborough, et s'il s'agissait de la broche, son apparition à la fête n'était pas du tout fortuite. Après le service, elle s'est promenée dans le cimetière, où elle a rencontré Ellie Pratt en train d'ajuster les fleurs sur la tombe de sa famille. C'est une triste affaire que la mort de Madame Arborough, dit Miss Marple sur le ton de la conversation. Les yeux d'Ellie se détournèrent. « Oh oui, c'était affreux.
Et quel choc aussi! J'ai à peine dormi en y pensant. Vous avez très vite compris que la broche était destinée à la vente aux enchères, observa Miss Marple avec douceur. On aurait presque cru que vous l'aviez reconnue immédiatement. Les mains d'Ellie s'immobilisèrent sur la composition florale. C'était tout simplement inhabituel. On ne voit pas souvent une pièce sculptée comme celle-là. Je pensais que cela rapporterait une belle somme pour le fond, pour le toit de l'église. Miss Marple laissa tomber le sujet, mais elle remarqua que les doigts d'Ellie tremblaient légèrement tandis qu'elle lissait les pétales. Ce n'était pas le tremblement d'un simple chagrin, mais l'attention de quelqu'un qui retient une vérité. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à Leonard Sims sous prétexte d'avoir besoin d'un mélange de thé spécial. L'épicier était seul dans la boutique, en train de ranger des boîtes de biscuits. J'ai entendu dire que la police ouvrirait le coffre-fort de Madame Harborough demain, a-t-elle fait remarquer. Sims hésita juste assez longtemps pour que le silence soit perceptible. « Vraiment? Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Elle ne semblait pas du genre à garder des objets de valeur. Non? » Le ton de Miss Marple était léger. Pourtant, elle tenait suffisamment à cette broche pour la manipuler elle-même, plutôt que de la laisser à l'étal. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Sims s'affairait derrière le comptoir. Je n'en sais rien. On s'attache parfois à des choses étranges, de vieux bibelots, des souvenirs de famille. Ça ne veut pas toujours dire qu'ils valent quelque chose. Miss Marple accepta son thé et partit, mais elle partit avec le sentiment que Leonard Sims, comme Ellie Pratt, cachait quelque chose. Le lendemain matin, elle aperçut l'inspecteur Crail en route vers le cottage de Harborough. Il s'arrêta brièvement pour lui dire que le coffre-fort avait été ouvert. Rien de particulier, quelques bijoux de valeur modeste, quelques papiers. Le seul objet curieux était un reçu d'un prêteur sur gage londonien datant d'il y a près de 10 ans. La description qui y figure correspond exactement au camé. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Alors, il avait été mis en gage, puis racheté. C'est vrai, le nom sur le billet était Lavinia Ham. Ça vous rappelle quelque chose? Miss Marple secoua la tête. Pas pour le moment. Mais c'est possible. Plus tard dans la journée, elle consulta son propre réseau de connaissances villageoises, le genre d'enquête discrète qui ne ressemblait jamais vraiment à des questions. Au cours d'un thé avec Madame Hartley, elle mentionna le nom de Lavinia Hams en passant. « Oh, je me souviens de ce nom, » dit Madame Hartley en baissant la voix. Elle avait un lien avec Madame Harborough, une cousine peut-être. Je crois qu'elle vivait à Londres et qu'elle avait eu des ennuis il y a des années. Rien n'était jamais dit clairement, mais on murmurait qu'il y avait un scandale autour d'un héritage. Tandis que Miss Marple rentrait chez elle, les pièces du puzzle commencèrent à s'aligner. La broche avait autrefois appartenu à Lavinia Ham, qui l'avait mise en gage. Elle refait surface à St. Mary Mead, en possession, ou du moins à portée de main, de Clarice Harborough. Le fragment de lettre évoquait la restitution d'un objet volé, et la réaction de Madame Harborough lors de la fête suggérait que la broche était un souvenir de quelque chose qu'elle aurait préféré laisser enterrer. Ce n'était pas encore suffisant pour tirer une conclusion, mais cela suffisait à préciser les contours de l'énigme. Quelqu'un voulait tellement récupérer cette broche qu'il a proféré une menace. Restait à savoir si cette menace avait pris la forme d'un meurtre. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son salon, le tic-tac de l'horloge étant le seul bruit. Elle repensa aux réponses réservées de Leonard Sims, aux doigts nerveux d'Ellie Pratt et à l'étranger venu de Londres, apparu juste après la mort de Madame Harborough. Elle soupçonnait que ses 3 fils étaient liés, mais peut-être pas de la manière dont on s'y attendait. D'après son expérience, la vérité se cachait souvent au grand jour, masquée par le rythme ordinaire de la vie villageoise. Et ici, à St. Mary Mead, ces rythmes lui étaient aussi familiers que sa poche. Il lui suffisait d'observer et d'attendre le prochain petit détail qui éclaircissait le tableau.
Lundi matin, une brise fraîche s'est levée et un calme inhabituel régnait à St. Mary Mead. C'était le genre de journée qui, d'habitude, vibre au rythme régulier de la vie villageoise, avec le cliquetis des bouteilles de lait, le son lointain d'une sonnette de vélo et le murmure des commerçants saluant leurs premiers clients. Mais ce matin-là, un silence pesant semblait planer, comme si le village lui-même retenait son souffle. Miss Marple s'en aperçut dès qu'elle sortit chercher son courrier. Le bavardage habituel entre Madame Hartley et la receveuse avait disparu. Au lieu de cela, Madame Hartley se tenait sur le seuil du bureau de poste, pâle et troublée. « Tu as entendu, Jane ?» demanda-t-elle, sa voix légèrement plus haute qu'un murmure. Miss Marple pencha la tête. « Tu as entendu quoi, ma chère? La boutique d'Ellie Pratt a été cambriolée hier soir. » Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Avait-on pris quelque chose? » Madame Hartley se pencha. Une seule chose, à sa connaissance, était une petite boîte à bijoux qu'elle gardait sous le comptoir. Elle dit qu'elle était vide, mais que le tiroir où elle était rangée était grand ouvert. C'était révélateur, pensa Miss Marple. Une boîte vide avait rarement de la valeur en soi. Soit le voleur croyait qu'il y avait quelque chose de précieux à l'intérieur, soit il souhaitait emporter la boîte pour des raisons étrangères à son contenu. Elle se dirigea lentement vers la boutique de charité, où elle parlait avec animation à l'inspecteur Crail. Ses cheveux étaient en bataille, et son habituelle vivacité avait laissé place à une agitation visible. « Je vous le dis, inspecteur, ça n'a aucun sens, » disait Ellie. « Ils n'ont pas touché à la tirelire ni aux étagères. Ils ont juste attaqué cette boîte, et c'était juste un vieux truc que je gardais pour les bricoles, les boutons, les épingles, ce genre de choses. » L'inspecteur Crail a griffonné dans son carnet. « Et vous êtes certain que rien d'autre n'a été dérangé? » J'en étais certaine. Elle leva les yeux à l'approche de Miss Marple. « Jane, tu imagines? Quelqu'un s'introduisant ici la nuit, juste pour ça. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Parfois, Ellie, la valeur d'un objet ne réside pas dans ce qu'il contient, mais dans ce qu'il représente. Puis-je vous demander si c'était la même boîte que vous aviez utilisée à la fête pour conserver les petits dons? » Elle hésite, un peu trop. Longtemps. « Oui, c'était vrai. »« Pourquoi? »« Oh, sans raison particulière, » dit Miss Marple, même si ses yeux en percevaient la signification. Si la boîte avait contenu le camé, même brièvement, quelqu'un aurait pu chercher une preuve qu'il avait laissée derrière lui, peut-être un fragment ou peut-être quelque chose de complètement différent. En rentrant chez elle, Miss Marple repensa à la suite des événements, la mort de Madame Arborough, l'apparition soudaine de la broche, le fragment de lettre de menace, et maintenant ce cambriolage. Il devenait de plus en plus évident que la broche était bien plus qu'un simple bibelot sentimental. Cet après-midi-là, un autre événement se produisit. Leonard Sims arriva à la porte de Miss Marple, son expression habituellement posée, teintée de malaise. « Mademoiselle Marple, » commença-t-il, « j'espère ne pas être indiscret, mais bon, je crois que j'ai été suivi hier soir. » Miss Marple a posé son tricot. « Suivi? À St. Mary Mead? » »« Oui, j'ai fermé le magasin tard, après avoir fait les comptes, et en rentrant chez moi, j'entendais sans cesse des pas derrière moi. Quand je me suis arrêté, ils se sont arrêtés. Quand je me suis retourné, il n'y avait personne en vue. Cela s'est produit 2 fois avant que j'arrive à ma porte. Et tu n'as rien vu? Juste une ombre près de la haie, près du verre? Grand. Ça aurait pu être un homme. Je ne voulais pas en parler à l'inspecteur, car il pensait que j'imaginais des choses. Miss Marple réfléchit à cela. Parfois, les ombres sont exactement ce qu'elles semblent être, Monsieur Sims. D'autres fois, ce sont des personnes qui ne souhaitent pas être vues. Le lendemain matin, le village était à nouveau animé de rumeurs, car le second choc avait véritablement pris racine. Le cambriolage et l'histoire de Leonard Sims, qui suivit, furent bientôt liés dans l'esprit du public, que le lien soit réel ou non.
À l'auberge du Sanglier Bleu, le propriétaire annonça à l'assemblée des clients que le voleur n'était pas un amateur et que c'était probablement lui qui avait tué Madame Harborough. Dans le cimetière, Madame Price Ridley déclara avec certitude que l'étranger londonien était derrière tout cela. Et le jeune Tommy Pritchard affirme qu'il s'agissait d'une société secrète à la recherche d'un trésor perdu, une théorie que Madame Hartley rejeta d'un air reniflant, non sans une certaine satisfaction intérieure face à son caractère dramatique. Pendant ce temps, Miss Marple se rendait au cottage des Harborough. L'inspecteur Crail était là, en conversation avec Violette Briggs, la femme de ménage. Elle affirme que Madame Harborough n'a jamais mentionné une personne nommée Lavinia Ames, a déclaré l'inspecteur à Mademoiselle Marple à son arrivée. Étrange, vu le reçu du prêteur sur gage que nous avons trouvé. Violette hocha la tête. Jamais un mot à son sujet, mademoiselle. Mais elle avait cette petite trousse en velours dans le tiroir de sa chambre depuis que je faisais le ménage chez elle. Je l'y ai vue maintes fois. Et tu n'as jamais regardé à l'intérieur? Demanda doucement Miss Marple. Violette secoua la tête, l'air scandalisé. Certainement pas. Je ne suis pas du genre à fouiller dans les affaires de mon employeur. Après le départ de Violette, Miss Marple s'attarda dans le salon, les yeux rivés sur le petit bureau dans un coin. Sur sa surface reposait un carnet d'adresses, ouvert sur une page où plusieurs noms étaient soigneusement barrés. Le nom de Lavinia Ames n'y figurait pas. Les gens gardent souvent leurs relations les plus importantes hors de la page, remarqua doucement Miss Marple, à moitié pour elle-même. Ce soir-là, assise près de sa fenêtre, elle regardait le crépuscule s'abattre sur le village. Quelque part, elle en était certaine, se trouvait la clé de toute l'affaire, une clé reliant le passé secret de Madame Harborough, le caméo et la liste croissante d'incidents troublants depuis sa mort. Il se cache peut-être dans l'histoire de Lavinia Ames, ou peut-être repose-t-il chez l'un des Leonard Sims vivants, avec ses pas nocturnes, chez Ellie Pratt et sa boîte disparue, ou même chez l'inconnu silencieux de Londres. Le problème avec ce genre de situation, songea Miss Marple, c'est qu'elle devenait souvent plus dangereuse juste au moment où le tableau commençait à se préciser. Et ici, à St. Mary Mead, elle sentait que le danger n'était pas encore écarté. Le mercredi matin, le malaise à Saint. Mary Mead s'était aggravé, une sorte de vigilance prudente, comme si chacun s'attendait à la prochaine révélation imminente. Les conversations à l'épicerie, à la poste et au Blue Boar semblaient toutes tourner autour des trois mêmes sujets, la broche cassée, le cambriolage chez Ellie Pratt et le mystérieux personnage qui avait suivi Leonard Sims. Miss Marple, ce toit, déplaçant discrètement parmi les villageois, avait remarqué que certains noms revenaient sans cesse. Leonard Sims et Ellie Pratt étaient les plus cités, bien sûr, mais la curiosité pour l'étranger londonien était également grandissante. Bien que personne ne semblait le connaître, plusieurs personnes se souviennent l'avoir vu, le jour de son arrivée, grand, déterminé et manifestement indifférent aux plaisanteries du village. En route pour la poste, Miss Marple croisa par hasard la jeune Alice Finch qui travaillait à temps partiel au salon de thé. Alice était en train de replier les chaises du jardin lorsqu'elle dit, presque nonchalamment, « J'ai revu ce Londonien hier soir, Miss Marple, dans le chemin près du cottage de Madame Harborough. Il avait l'air d'avoir perdu quelque chose. En me voyant, il fit demi-tour et s'éloigna. Miss Marple marque une pause, les yeux légèrement plissés. « À quelle heure, ma chère? »« Presque 8h30. Je venais de fermer. Pas assez tard pour que quelqu'un rôde, à mon avis. »« Tout à fait, » acquiesça Miss Marple. « Et avez-vous remarqué s'il portait quelque chose? » Alice secoua la tête. « Je ne voyais rien, mais il avait ce regard, vous savez, comme quelqu'un qui hésite entre frapper à une porte ou continuer à marcher. C'était un détail mineur, mais Miss Marple l'avait soigneusement caché. Un homme hésitant près des lieux d'un décès récent était rarement un spectateur innocent.
Plus tard dans la journée, elle rend visite à l'inspecteur Crail sous prétexte de lui apporter de sa marmelade maison. L'inspecteur, qui avait appris à respecter la capacité de Miss Marple à remarquer ce qui échappait aux autres, accepta la visite avec un demi-sourire. « Je commence à croire que toute cette histoire est moins liée à la mort de Madame Arborough qu'à cette apparition, a-t-il admis. Le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver quelqu'un pour me donner une version précise de sa provenance. Ellie Pratt affirme ne pas savoir, Sims affirme ne l'avoir jamais vue avant la fête, et Violette Briggs jure que Madame Arborough n'en a jamais parlé. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. On évite parfois de dire la vérité quand elle pourrait nous lier à quelque chose qu'on craint, qu'on soit coupable ou non. Vous êtes-vous demandé, inspecteur, pourquoi la broche est apparue si soudainement à la fête? Et pourquoi s'est-elle brisée devant tant de témoins? Crail s'est adossé à sa chaise. « Tu crois que c'était délibéré? »« Je pense, dit Miss Marple avec douceur, que les accidents sont parfois provoqués. Un objet cassé attire l'attention. Et la réaction de celui qui le voit peut être très éclairante. » L'inspecteur fronça les sourcils, réfléchissant visiblement à la situation. Si c'est vrai, alors ceux qui ont organisé cela voulaient voir la réaction de Madame Arborough. Ce qui signifie qu'il savait que la broche signifiait quelque chose pour elle. Miss Marple inclina simplement la tête, laissant l'idée se poser sans insister davantage. Ce soir-là, elle reçoit une visite inattendue. Léonard Sims se présenta à sa porte, l'air plus fatigué que d'habitude. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous dérange encore, Miss Marple, dit-il. Mais il s'est passé quelque chose d'étrange. Quand je suis entré dans la boutique ce matin, il y avait une enveloppe glissée sous la porte. Pas d'adresse, pas de signature, juste ça à l'intérieur. » Il lui tendit une feuille pliée. Au centre, d'une écriture épaisse, presque agressive, figuraient les mots « Laissez-le tranquille, ou vous le regretterez. » Miss Marple examina le papier en silence un instant. « Et à votre avis, à quoi ça fait-il référence, monsieur Sims? J'aimerais bien savoir. Je ne m'intéresse pas à cette histoire, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit de Madame Arborough ou de cette broche. » Miss Marple le regarda fixement. « Avez-vous prévenu l'inspecteur? »« Pas encore. Je n'étais pas sûr que ça valait la peine de le déranger. »« Oh, je pense que ça vaut le coup, » dit-elle doucement. « Les menaces sont rarement proférées sans raison, et parfois, le fait d'en avoir reçu une en dit plus sur l'expéditeur que sur soi. » Après son départ, elle resta assise, le journal sur les genoux, à réfléchir. La note menaçante ajoutait une couche supplémentaire à la toile. Quelqu'un voulait effrayer Léonard Sims et le réduire au silence, ou du moins à l'inaction. Mais pourquoi lui, à moins qu'il ne sache ou n'ait vu quelque chose d'important? Le lendemain matin, un autre rebondissement se produisit. Violette Briggs apparut au portail du jardin de Miss Marple, le visage rouge d'avoir marché si vite. « Vous allez me prendre pour une idiote, Miss Marple, » commença-t-elle, mais en rangeant le garde-manger de Madame Arborough ce matin, j'ai trouvé quelque chose caché derrière une boîte de mélasse. Une petite carte pliée de Londres, s'il vous plaît, avec une rue marquée à l'encre rouge. L'intérêt de Miss Marple s'est accru. « Puis-je le voir? » Violette sort la carte pliée. La marque rouge était une petite croix à côté d'une rue nommée Lavington Terrace. « Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit, » dit Violette. « Mais c'est étrange de se cacher, tu ne trouves pas? »« Très étrange, en effet, » répondit Miss Marple. Elle n'avait aucun souvenir immédiat de la rue, mais elle se fit un devoir de consulter un vieil annuaire londonien qu'elle conservait dans son salon. De tels détails avaient souvent tendance à se rattacher à d'autres fragments ultérieurs. En fin d'après-midi, le village semblait vibrer, conscient que quelque chose se tramait. L'étranger londonien avait été aperçu à nouveau, sortant cette fois du bureau du télégraphe, un message plié à la main. Léonard Sims était plus réservé que d'habitude,
et Ellie Pratt avait été aperçue en pleine conversation avec sa sœur devant la boucherie. Miss Marple sentit les filles se resserrer, comme toujours avant qu'un nœud ne se révèle. Quelque part parmi ces gens qui bavardaient, niaient ou gardaient simplement le silence, se trouvait celui qui savait exactement pourquoi Madame Harborough était morte et ce que signifiait réellement la broche. Mais pour l'instant, elle les laissait jouer leur rôle un peu plus longtemps. Parfois, le moment le plus révélateur n'était pas la première réponse, mais la seconde, lorsque la même question était posée à nouveau, juste comme il se doit, et que l'histoire changeait légèrement. À St. Mary Mead, ces changements passent rarement inaperçus. Jeudi matin, le malaise qui couvait discrètement à St. Mary Mead s'était transformé en une agitation plus vive. Les gens marchaient plus vite dans le village, s'arrêtant moins souvent pour échanger des plaisanteries. Quand les conversations avaient lieu, elles étaient brèves, à voix basse, les regards scrutant les alentours pour s'assurer que personne n'écoutait. Miss Marple s'en aperçut alors qu'elle était assise dans son jardin, taillant ses rosiers. Elle avait appris depuis longtemps qu'un village sous tension se comporte un peu comme une théière sous une flamme lente et constante. Au début, elle ne donne que peu d'avertissements, mais lorsque la pression devient trop forte, elle siffle assez fort pour que tout le monde l'entende. Le courrier du matin lui apporta un mot de Madame Wetherby, l'invitant à prendre le thé l'après-midi. Miss Marple soupçonna que cette invitation était plus qu'une simple question de politesse. En effet, à son arrivée au presbytère, elle trouva Madame Wetherby arpentant presque le salon. « Jane, je ne sais pas quoi penser de tout ça, » commença Madame Wetherby avant même que le thé ne soit servi. « Ellie Pratt est venue me voir tard hier soir, après la tombée de la nuit, l'air complètement désemparé. Elle m'a dit qu'elle avait reçu la visite de cet homme, le grand londonien. Il lui a demandé directement d'où venait la broche. Miss Marple sirotait son thé. Et que lui dit-elle? Seulement que le don avait été anonyme. Mais elle a dit qu'il ne la croyait pas. Elle a dit qu'il avait une façon de poser des questions qui lui donnait l'impression de connaître déjà les réponses. Miss Marple esquissa un léger sourire. Certaines personnes ont cet effet. Cela peut être très déconcertant, surtout quand on a quelque chose à cacher. Madame Wetherby se pencha en avant. « Jane, penses-tu qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit? »« Je pense, ma chère, que presque tout le monde dans cette affaire en sait plus qu'il ne le dit. La difficulté est de savoir qui cache la vérité par peur, et qui la cache parce que la vérité le condamnerait. » Cet après-midi-là, Miss Marple rend discrètement visite à la postière, soi-disant pour envoyer une lettre à son neveu à Londres. Tandis que la postière triait le courrier, Miss Marple demanda, d'un ton détaché, si l'étranger londonien avait envoyé ou reçu beaucoup de lettres. « Le seul que j'ai vu, » dit la postière. « Il est arrivé hier matin, une enveloppe fine, timbrée à Londres. Il est venu le chercher lui-même moins d'une heure plus tard. Il n'a rien dit. » Depuis le bureau de poste, Miss Marple se dirigea lentement vers le parc, où Léonard Sims était assis sur le banc devant l'épicerie, le regard perdu dans le vide vers le clocher de l'église. Il leva les yeux à son approche. « Vous avez entendu parler, je suppose, du visiteur d'Ellie, » dit-il. « Je l'ai. Le connais-tu » Sims secoua la tête. « Je ne l'avais jamais vu avant qu'il débarque ici, mais je n'aime pas son allure. Il y a quelque chose de délibéré dans sa façon de se déplacer, comme si chaque pas faisait partie d'un plan. » Miss Marple l'observa un instant. « Et vous, monsieur Sims, avez-vous réfléchi davantage à ce mot que vous avez reçu? C'est curieux d'être menacé quand, de votre propre aveu, vous n'en savez rien. » Il hésite. « Peut-être que je sais quelque chose, mais je n'en avais pas conscience à l'époque. » Tel que... Sims jeta un coup d'œil autour d'elle avant de parler. Une semaine avant la fête, Madame Harborough était entrée dans la boutique pour s'enquérir d'une livraison de Londres.
Pas de course ni d'autre chose. Elle voulait savoir si un colis était arrivé. Ce n'était pas le cas, mais elle semblait inquiète. Elle a dit que c'était une affaire privée. Miss Marple hocha lentement la tête. « Un tel colis est-il jamais arrivé? » « Pas à ma connaissance. » De retour chez elle, Miss Marple laissa son tricot de côté et sortit l'annuaire londonien qu'elle comptait consulter. Lavington Terrace, la rue indiquée sur le plan depuis le garde-manger de Madame Harborough, se trouvait dans un quartier modeste, connu pour ses petites boutiques et ses antiquaires. Il lui sembla tout à fait possible que la broche, ou quelque chose en rapport avec, c'était que je suis passé par un de ces établissements. Ce soir-là, elle décida d'appliquer l'une de ses méthodes préférées, la conversation douce et apparemment inoffensive, conçue pour toucher juste assez les nerfs d'une personne et voir où elle se trouve. Son sujet de prédilection fut Ellie Pratt. Elle trouva Ellie en train de fermer sa boutique à la fin de la journée et lui proposa de l'accompagner jusqu'à chez elle. Elles parlèrent d'abord de choses ordinaires, la météo, l'état du fond pour le toit de l'église, avant que Miss Marple n'oriente la conversation vers la fête. « C'était un accident bien malheureux que cette broche se soit cassée, » dit-elle. Peu de gens se rendent compte de la fragilité de ces objets. Parfois, même un petit défaut de sertissage peut les faire voler en éclats. Le visage d'Ellie se crispa. « Ce n'était pas de ma faute, vous savez. Madame Harborough l'avait laissé tomber elle-même. »« Oh, bien sûr, » dit Miss Marple d'un ton léger. « J'ai cependant connu des cas où l'on encourage la chute d'un objet pour voir comment quelqu'un réagirait à sa vue endommagée. Elles avaient atteint le coin où commençait la rue d'Ellie. La voix de la jeune femme était plus aiguë. « Si vous insinuez que j'ai quelque chose à voir avec sa mort, Miss Marple, vous vous trompez lourdement. » Le ton de Miss Marple reste doux. « Ma chère, je n'ai rien suggéré. Je constate simplement que les objets et la façon dont les gens se comportent autour d'eux peuvent en dire long sur les sentiments cachés. » Ellie marmonna quelque chose, disant qu'elle n'aimait pas parler dans la rue, et s'éloigna précipitamment. Miss Marple la regarda partir, satisfaite que la graine ait été plantée. Plus tard dans la nuit, assise près de sa fenêtre, elle remarqua du mouvement le long de la haie près de son portail. Une grande silhouette passa silencieusement, la faible lueur d'une cigarette illuminant brièvement son profil avant qu'il ne disparaisse dans la ruelle. Elle n'avait aucun doute, c'était l'étranger londonien. La pression montait, et lorsqu'elle montait dans un endroit comme St. Mary Mead, elle pouvait pousser à l'erreur. Miss Marple savait que cela n'allait pas tarder à arriver, et, à ce moment-là, elle comptait bien être prête. Le vendredi matin, une bruine constante adoucissait les abords du village et faisait briller les toits d'un éclat sombre. St. Mary Mead semblait calme, son flot habituel de courses et de salutations ralenti par le temps humide. Pourtant, Miss Marple sentait que sous ce silence, quelque chose avait changé. La pression qu'elle avait sentie monter toute la semaine était sur le point de porter ses fruits. Tout a commencé avec la visite de Violette Briggs, qui est arrivée au cottage de Miss Marple, l'air énervé et portant un paquet de linge humide sous le bras. « Je ne veux pas faire d'histoire, Miss Marple, » commença Violette. « J'ai vu quelque chose hier soir que je n'arrive pas à comprendre. En rentrant du pub, je ne bois pas beaucoup, vous savez, juste une demi-pinte avec ma cousine. Je suis passé devant la boutique d'Ellie Pratt. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. La lumière était allumée, et j'ai vu une ombre bouger. Miss Marple lui a servi une tasse de thé. Et la boutique était-elle fermée à clé? Oh oui, la porte était fermée. Mais qui que ce soit, il fouillait dans les tiroirs derrière le comptoir. Je n'ai pas frappé. Je me suis dit que j'imaginais peut-être quelque chose. Mais ce matin, quand je suis repassé, tout semblait normal. Les yeux de Miss Marple se posèrent sur la vapeur qui s'élevait de sa tasse de thé. Il n'était pas rare qu'on revienne sur les lieux pour chercher à nouveau après avoir échoué la première fois. Mais c'était risqué, et le risque impliquait souvent la précipitation, et la précipitation menait souvent à l'erreur. Plus tard dans la matinée,
Elle s'aventura dans la rue principale, soi-disant pour acheter de la laine chez le drapier. En passant devant la boutique d'Ellie, elle remarqua que la porte était ouverte, bien que le panneau fermé soit toujours accroché à la vitrine. À l'intérieur, elle organisait un étalage de tasses en porcelaine, l'air vif, mais le regard un peu trop vif. « Bonjour, Ellie, » dit aimablement Miss Marple. « J'ai entendu dire que le mauvais temps avait contraint la plupart des gens à rester à l'intérieur hier soir. » Ellie eut un petit rire. « Pas moi. J'étais chez ma sœur jusque tard. Je ne suis rentrée que vers minuit. »« Ah !» murmura Miss Marple. « Alors tu n'étais pas là dans la boutique après les heures d'ouverture ?» Le silence fut bref, mais révélateur. « Non. Bien sûr que non. »« Pourquoi le serais-je » Miss Marple ne répondit pas, se contentant de complimenter la disposition des tasses avant de passer à autre chose. Elle ne crut pas un instant qu'elle avait passé toute la soirée chez sa sœur. La nervosité dans sa voix suggérait le contraire. Cet après-midi-là apporta un second événement, bien plus intéressant. Léonard Sims arrive à la porte de Miss Marple, visiblement perturbé. « Vous allez croire que j'ai perdu la tête, Miss Marple, » dit-il, « mais quelqu'un a pénétré dans ma réserve. Je la ferme à clé tous les soirs, et ce matin, la serrure était encore verrouillée, mais je voyais bien que des choses avaient été déplacées, des cartons déplacés, des boîtes de conserve déplacées. Et est-ce que quelque chose a été pris? Pas que je puisse voir, mais j'y conserve mon carnet de livraison, et il est ouvert, à la page depuis le mois dernier, la semaine précédant la fête. Miss Marple a encore ses aiguilles à tricoter entre les mains. C'est cette semaine-là que Madame Arborough vous a interrogé au sujet d'un colis. « Oui, » dit lentement Sims, « ce n'est que maintenant que je vois qu'il y avait une entrée pour une petite caisse en provenance de Londres cette semaine-là. Aucun nom de client n'était inscrit à côté, cependant. Juste un tiret. »« Curieuse ?» dit doucement Miss Marple. « Et qu'est-il advenu de cette caisse? Je ne m'en souviens plus. Peut-être qu'il a été récupéré. Peut-être qu'il s'est égaré. Je vais devoir vérifier auprès de mon garçon qui s'occupe de la réserve. » Miss Marple vit l'image se dessiner avec plus de clarté. Quelqu'un, peut-être plus d'une personne, cherchait un objet lié à la mort de Madame Arborough. La broche était la candidate la plus évidente, mais peut-être y avait-il autre chose, un objet envoyé de Londres dans cette mystérieuse caisse. La bruine s'était transformée en une fine brume en début de soirée, lorsque Miss Marple décida de faire une promenade tranquille devant le cottage Arborough. Elle ne fut pas surprise d'apercevoir une faible lueur provenant de l'arrière-salle, bien que la police ait officiellement scellé la maison. En s'approchant, elle distingua une grande silhouette à l'intérieur, se déplaçant avec une lenteur délibérée, ouvrant des tiroirs, fouillant dans des papiers. Elle recula dans l'ombre et observa. Un instant plus tard, la silhouette se redressa, empocha un petit objet et se glissa vers la porte arrière. C'est alors, dans la pénombre, que l'erreur se produisit. L'homme s'arrêta pour allumer une cigarette, protégeant l'allumette de ses mains. La brève lueur illumine son visage. Ce n'était pas l'étranger londonien, c'était Léonard Sims. Miss Marple attendit son départ avant de s'approcher de la porte. Elle ne chercha pas à entrer, ne voulant pas perturber la scène avant que l'inspecteur Crail ne soit informé, mais elle remarqua une légère odeur de tabac qui flottait encore dans l'air, et sur le bureau, une feuille de papier déplacée, comme si elle avait été manipulée récemment. Le lendemain matin, l'inspecteur en personne lui rend visite. « Il y a eu un petit rebondissement, » dit-il en sortant une petite enveloppe. « J'ai trouvé ça dans la haie près de Arborough Place. On dirait qu'elle a été déposée à la hâte. À l'intérieur se trouvait un ticket de gage. La date était récente, l'objet était simplement décrit comme une broche camée ancienne et l'adresse de la boutique était à Londres, à Lavington Terrace. Miss Marple tenait délicatement le billet. La broche fut donc à nouveau mise en gage. Et très récemment,
C'est bien ce qu'il paraît, dit Crail d'un ton sombre, et je pense que notre monsieur Sims en sait peut-être plus qu'il ne le laisse paraître. Je lui ai déjà parlé, et il est devenu pâle comme un linge. Miss Marple ne dit rien au début, laissant l'inspecteur combler le silence. Le seul problème, c'est que, poursuivit-il, je ne peux pas encore prouver que la broche dont nous parlons est la même que celle de la fête. C'est peut-être une coïncidence. Les coïncidences, dit doucement Miss Marple, sont très utiles à ceux qui cherchent à dissimuler la vérité. Mais elles sont rarement aussi belles qu'elles le paraissent. Elle voyait maintenant la fin, ou presque. Il manquait encore une pièce, mais elle soupçonnait qu'elle viendrait bientôt, peut-être grâce à la pression même qui rendait Léonard Sims et Ellie Pratt si nerveux. Le filet se resserrait, et lorsqu'il se refermait rapidement. Pour l'instant, elle allait surveiller, sachant qu'à Saint. Mary Mead, l'erreur finale, ne venait pas souvent de la malice, mais de la simple tendance humaine à sous-estimer à quel point les autres l'avaient déjà remarqué. La pluie s'était arrêtée samedi matin, laissant l'air pur et les pavés scintillant sous un soleil pâle. À Sainte Mary Mead, un tel temps incitait souvent les gens à sortir, mais ce jour-là, le village semblait étrangement calme. C'était le calme de l'anticipation et de la conscience que quelque chose approchait, même si personne ne pouvait le nommer. Miss Marple, cependant, savait le nommer. Elle sentait clairement le changement. Les fils de l'affaire n'étaient plus lâches et flottants, ils formaient un nœud serré. Une simple traction, appliquée au bon endroit, permettrait de démêler la vérité ou de piéger le coupable. Après le petit déjeuner, elle se rend au presbytère pour discuter tranquillement avec Madame Witherby. Elles s'installèrent dans le salon, porte close, le tic-tac de l'horloge étant le seul bruit entre leurs phrases. « Ma chère, commence Miss Marple, que vous invitiez quelques personnes à prendre le thé demain après-midi. Léonard Sims, Ellie Pratt et, si possible, notre invité de Londres. Nous dirons que c'est pour discuter des comptes de la fête. Les gens sont beaucoup moins méfiants lorsqu'ils pensent qu'une réunion porte sur un sujet totalement différent. » Madame Wetherby cligna des yeux. « Vous voulez les interroger ? » ?»« Pas directement. On apprend bien plus en laissant les gens parler entre eux. Mais il m'arrive d'orienter la conversation de temps à autre, juste pour voir où elle mène. » À midi, elle avait également discuté brièvement avec l'inspecteur Crail, lui suggérant très délicatement de rester à proximité pendant le thé. Pas dans la pièce, inspecteur, bien sûr, mais suffisamment près pour entendre si quelque chose d'intéressant se produisait. Crail, bien que n'étant pas homme à apprécier la subtilité, accepta son plan. Le reste de la journée se déroula dans le calme, mais de légers signes de tension apparurent. Ellie Pratt quitte le bureau de poste, serrant un télégramme à la main, l'air crispé. Léonard Sims, habituellement calme, fut entendu s'en prendre à son livreur pour avoir égaré un bon de commande. Et l'étranger londonien, dont la plupart des habitants du village ne connaissaient toujours pas le nom, fut aperçu devant le cottage de Harborough pour la 3e fois en autant de jours, immobile pendant plusieurs minutes avant de s'éloigner sans frapper. Ce soir-là, Miss Marple descend lentement le chemin vers le jardin, tricotant à la main. Elle s'arrêta sur le banc près de l'épicerie et salua M. Porter, le propriétaire du Blue Boar, qui prenait l'air. « Calme ce soir, remarqua-t-elle. M. Porter émit un petit rire. « Trop discret, à mon avis, les gens font profil bas, et ce grand gaillard de Londres l'avait vu au pub tout à l'heure, sirotant une pinte et regardant la porte comme s'il attendait quelqu'un. »« Peut-être, » dit Miss Marple d'un ton doux. « Attendre de voir qui franchira une porte peut être très révélateur. » Le lendemain matin, l'office du dimanche à l'église Sainte-Marie-Mead rassembla son auditoire habituel, mais l'atmosphère de la nef était légèrement chargée. Miss Marple remarqua qu'Ellie Pratt évitait de regarder Léonard Sims et que l'étranger londonien était assis au fond, son regard parcourant les bancs avec un calme calculateur.
Après le chant final et la dispersion de l'assemblée, Miss Marple échange de brèves salutations avant de rentrer chez elle. Elle souhaitait prendre le temps de revoir sa stratégie pour le thé. Le but n'était pas d'accuser, mais de créer la plus petite ouverture possible pour que la culpabilité se révèle ou qu'un mensonge s'effondre sous le poids de ses propres contradictions. À 4 heures précises le lendemain après-midi, le salon de Madame Witherby était prêt pour le thé. Le feu crépitait doucement et un plateau d'argent garni de scones et de sandwichs était posé sur la table basse. Miss Marple, vêtue de son cardigan bleu pâle, prit place près de l'âtre d'où elle pouvait voir tout le monde distinctement. Léonard Sims arriva le premier, ôtant son chapeau et jetant un regard circulaire avec la méfiance d'un homme qui s'attend à une conversation désagréable. Ellie Pratt le suivit peu après, le sourire crispé, les mains fermement jointes devant elle. L'étranger londonien arriva le dernier, présenté comme « Monsieur A ». Cependant, Mademoiselle Marple soupçonna que ce n'était pas son vrai nom. Il avait l'air de quelqu'un qui pèse chaque mot avant de parler. Le discours d'ouverture consistait en de légers souvenirs de la fête, des commentaires sur la météo et des questions polies sur les affaires. Mais bientôt, Miss Marple orienta la conversation vers la broche. « C'est vraiment dommage pour ce joli camé, » dit-elle en beurrant un scone. « J'imagine qu'il a dû avoir une sacrée histoire. » Il y eut un silence, subtil mais perceptible. Léonard Sims prit sa tasse de thé. Le regard d'Ellie se porta vers M. Redfern, immobile. « Oh, je suppose que oui, » dit-elle au bout d'un moment. « C'est souvent le cas. » En effet, Miss Marple était d'accord, et parfois, leur histoire n'est pas toujours agréable. J'ai entendu parler d'objets qui passent de main en main, entraînant toujours leur lot de problèmes. J'ai d'ailleurs déjà entendu parler d'une broche mise en gage 2 fois, volée 1 fois, et qui a provoqué une terrible dispute qui s'est bien terminée, tragiquement. Léonard remua sur son siège. « Tu ne crois pas que c'est ce qui s'est passé ici, si ?» Miss Marple le regarda par-dessus ses lunettes. « Je crois, Monsieur Sims, que la broche en question se trouvait à Londres il n'y a pas si longtemps, peut-être sur Lavington Terrace, peut-être dans la vitrine d'un prêteur sur gage. » Monsieur Redfern prit la parole pour la première fois, d'une voix basse mais assurée. « Vous semblez bien connaître le sujet, mademoiselle Marple. »« Seulement ce qu'on m'a dit et ce que j'ai observé, » dit-elle calmement. « Par exemple, j'ai remarqué que la personne qui avait apporté la broche à la fête ne l'avait pas fait par ignorance. Elle voulait qu'une certaine personne la voie. Et elle a fait en sorte qu'elle se brise, afin qu'elle ne puisse pas être facilement dissimulée. » Le silence suivit. Les mains d'Ellie se crispèrent sur sa tasse. Léonard lança un regard vers elle, la mâchoire crispée. Les yeux de M. Redfern se plissèrent légèrement. Avant que quiconque puisse parler, Madame Witherby offre d'autres scènes, brisant ainsi l'instant. La conversation changea brièvement de sujet, mais la tension resta dans l'air comme une corde tendue. À la fin du thé, Miss Marple se sentait satisfaite. Aucune confession n'avait été faite, mais elle avait vu ce dont elle avait besoin. Le regard réflexif d'Ellie vers Redfern, la posture défensive de Léonard et la prudence avec laquelle Redfern pesait ses mots. Chaque réaction lui révélait non seulement qui craignait quoi, mais aussi comment la chaîne des événements s'était réellement déroulée. Elle rentra chez elle dans la lumière déclinante, son esprit reprenant les pièces du puzzle. La boucle était presque bouclée. Un seul coup de pouce, un mot ou un geste bien placé suffirait à révéler la vérité. Et elle avait l'intention de donner ce coup de pouce très bientôt. Le lendemain matin, le temps était clair et frais. Un pâle soleil filtrait sur les toits de chaume de St. Mary Mead. Le village paraissait calme à l'observateur non averti, mais Miss Marple savait que ce calme était trompeur. C'était le genre de calme superficiel qui précède la propagation d'une vague. Son thé avec Madame Witherby, la veille, lui avait apporté exactement ce dont elle avait besoin, une perception claire des peurs de chacun. Ellie Pratt,
craignait l'étranger londonien, M. Redfern, comme il se surnommait, plus que la police. Léonard Sims craignait d'être démasqué, mais pas nécessairement d'être arrêté. Et M. Redfern craignait que Mademoiselle Marple en sache plus qu'il ne pouvait se le permettre. Ce matin-là, elle décida qu'il était temps de poser son petit piège. Elle se rendit à la poste sous prétexte d'envoyer un colis à son neveu à Londres. Une fois sur place, elle prit soin de parler suffisamment fort pour que la receveuse et 1 ou 2 clients puissent l'entendre. « Oui, Lavington Terrace, dit-elle à la receveuse. Je voudrais que le colis y soit envoyé immédiatement, et vous pourriez vous attendre à une enquête ultérieure de l'inspecteur Crail au sujet d'un objet récemment mis en gage. Il est primordial de le conserver précieusement jusque-là. » Elle ne jeta pas un coup d'œil autour d'elle pour voir qui pouvait écouter, mais elle aperçut un mouvement dans sa vision périphérique, une ombre sortant de la porte de l'épicerie de l'autre côté de la rue. À midi, la nouvelle de son prétendu colis s'était répandue dans le village. Miss Marple avait veillé à ce que ce soit le cas. Les habitants de St. Mary Mead étaient bien trop habitués à faire circuler des informations intéressantes pour garder une telle déclaration pour eux. Cet après-midi-là, elle reçoit la visite de Léonard Sims. Poli mais tendu, il jeta un coup d'œil vers la porte comme s'il s'attendait presque à voir quelqu'un apparaître derrière lui. « J'ai entendu dire que tu envoyais quelque chose à Londres, » commença-t-il. « À Lavington Terrace. » L'expression de Miss Marple était sereine. « Eh, bien, oui. J'ai pensé que cela pourrait intéresser quelqu'un lié aux affaires de Madame Harborough. Vous savez combien ces petites relations peuvent être curieuses. » Il hésita, cherchant visiblement une réponse, mais marmonna alors simplement que c'était dommage pour toute cette affaire avant de trouver une excuse gênante pour partir. Peu de temps après, Miss Marple vit M. Redfern marcher rapidement dans la ruelle en direction de la poste. Il avait le même air déterminé qu'elle lui avait déjà observé, mais aujourd'hui, il semblait plus vif, plus pressant. En début de soirée, ses soupçons furent confirmés. La postière elle-même arriva à son chalet, un peu troublée. « Mademoiselle Marple, vous n'allez jamais le croire. M. Redfern est venu vous demander où était votre colis. Il a dit qu'il était autorisé à le récupérer pour vous. Je lui ai dit qu'il n'était même pas encore parti et il semblait aller bien, plutôt contrarié. » Miss Marple sourit doucement. « Vous avez bien fait de le garder, ma chère. Il est toujours sage de savoir qui a droit à quoi. » Après le départ de la postière, Miss Marple s'installa dans son fauteuil, son tricot sur les genoux, l'esprit ailleurs. L'appât avait été mordu, et elle en était certaine. Il ne restait plus qu'à resserrer le filet pour que celui qui craignait vraiment d'être découvert se révèle pleinement. Elle décida d'aller plus loin. Le lendemain matin, elle envoya un bref message à l'inspecteur Crail, lui demandant de passer à son chalet. À son arrivée, elle lui expliqua son plan. « Demain soir, dit-elle, je voudrais que vous fassiez en sorte que M. Sims et Mlle Pratt soient présents au cottage de Harborough. Vous pouvez préciser que c'est pour une dernière inspection avant le déménagement de ses effets. Invitez également M. Redfern, si vous le pouvez. Je pense qu'une atmosphère propice suffira. » Crail avait l'air sceptique. « Tu crois que l'un d'eux va parler juste parce qu'ils sont dans la même pièce? » « Ne parlez pas, inspecteur. Agissez. Et les actes, j'ai constaté, sont souvent bien plus incriminants que les paroles. » Le lendemain, les préparatifs se firent discrètement. Crail veilla à ce que la réunion soit présentée comme une simple formalité, sans rien qui puisse éveiller les soupçons. À 18h30, les 3 personnes arrivent au cottage. Miss Marple était déjà là, apparemment pour aider Violet Briggs à trier quelques petits objets. Ils commencèrent dans le salon, où l'écrin de velours qui avait autrefois contenu la broche était posé sur la table. Il était vide, mais sa présence semblait flotter dans l'air comme une accusation silencieuse. « Dommage, » fit remarquer Miss Marple sur le ton de la conversation, « que cette petite mallette ne puisse pas parler.
J'ose dire qu'elle aurait une sacrée histoire à raconter. Imaginez tous les endroits qu'elle a parcourus, les mains qu'elle a croisées. Au début, personne ne parla. Puis M. Redfern s'approcha de la table, le regard fixé sur l'étui. « Il va avec la broche, dit-il. »« Tout à fait, acquiesça Miss Marple. Et la broche, comme nous le savons tous, a de nouveau fait son chemin jusqu'à Londres, peut-être pour être vendue, ou peut-être simplement pour disparaître. » Ellie Pratt s'agita, mal à l'aise. Léonard Sims serra les dents. La main de Redfern tressaut, presque tendue vers la valise avant qu'il se rattrape. « Étrange, poursuivit Miss Marple avec sa douceur, comme les objets portent plus que leur poids de métal et de pierre. Parfois, ils recèlent des secrets, parfois même de la culpabilité. Et quand l'objet a disparu, ceux qui connaissent la vérité se retrouvent seuls avec lui. » Le silence qui suivit fut pesant. Le regard d'Ellie passa d'un homme à l'autre. Léonard évitait de regarder qui que ce soit. L'expression de Redfern s'était durcie, proche du défi. Miss Marple laissa le moment s'étirer, sachant que le silence pouvait être plus inconfortable qu'une question directe. Elle n'avait pas besoin qu'il parle ce soir. Il lui suffisait de leur rappeler que la vérité était toute proche et qu'elle, plus que quiconque, ne la laisserait pas passer inaperçue. À la fin de la petite réunion, elle put en constater l'effet. Ellie était pâle et partit précipitamment. Léonard Sims s'attarda, comme réticent à partir, mais incapable de soutenir son regard. Et M. Redfern sortit d'un pas rapide et saccadé, la mâchoire serrée. Ce ne serait plus long. L'un d'eux, elle le savait, agirait à nouveau, et cet acte serait la preuve ultime dont elle avait besoin. Il pleuvait encore cette nuit-là, une fine bruine persistante qui brouillait les réverbères de la Grand-Rue et étouffait les bruits habituels du village. La majeure partie de St. Mary Mead était silencieuse et fermée, mais Miss Marple ne se coucha pas tôt. Elle pressentait clairement que quelque chose allait se produire, et elle préférait être réveillée quand cela arriverait. De la fenêtre de son salon, elle pouvait apercevoir le chemin menant au cottage Arborough. Vers 9h30, une ombre apparut au bout, une grande silhouette avançant rapidement, mais sans la démarche précipitée d'une personne en fuite. La silhouette s'arrêta brièvement sous la haie, comme pour s'assurer que la voie était libre, puis reprit sa route vers le cottage. Miss Marple attendit 5 minutes avant d'enfiler son manteau et de sortir dans la brume. Elle marchait d'un pas vif, mais silencieux, ses pas absorbés par le sol humide. Arrivée au sentier menant à la propriété des Harborough, elle s'arrêta à l'abri des lilas et tendit l'oreille. Un léger bruit provenait de l'intérieur du cottage, le craquement d'une planche, suivi du bruit sourd d'un tiroir qui se referme. Quelqu'un avançait avec détermination, non pas comme un voleur fouillant sans but, mais comme la recherche précise d'une personne qui savait exactement ce qu'elle voulait. Elle aperçut une faible lumière dans l'arrière-salle. À travers le rideau transparent, elle distingue la silhouette de Léonard Sims. Penché sur le bureau, il glissait quelque chose dans la poche de son manteau. Miss Marple ne bougea pas jusqu'à ce qu'il ait quitté le cottage par la porte latérale. Il marcha rapidement le long du sentier, passant à quelques mètres de sa cachette. Son visage était tendu, sa mâchoire serrée. Elle attendit qu'il ait disparu avant de s'approcher elle-même de la porte. L'inspecteur Crail, qui l'observait depuis un peu plus loin dans la ruelle à sa demande, la rejoignit. « Tu avais raison, dit-il doucement. Il est déjà passé par là. »« Et maintenant ?»« À l'intérieur, dit Miss Marple. Nous devrions voir ce qui a changé, si quelque chose a changé depuis sa dernière visite. » La serrure céda facilement à la clé de Crail et ils entrèrent dans la pièce faiblement éclairée. Sur le bureau, des papiers étaient éparpillés plus aléatoirement qu'auparavant. Un tiroir peu profond était ouvert, vide. « Il y avait quelque chose ici, » dit Crail en passant une main au fond du tiroir. Quelque chose qu'il ne voulait pas laisser derrière lui.
Le regard de Miss Marple parcourut le bureau. « Oui, mais voyez ici le coin d'une feuille coincée sous le buvard. » Elle souleva le buvard avec précaution, révélant une page à moitié déchirée, couverte d'encre délavée. Crail la lut rapidement. On dirait une vieille lettre. Elle mentionne Lavinia Ham et évoque un litige successoral. « Voilà !» dit doucement Miss Marple, le cœur du problème. La broche faisait partie de ce domaine, et il semble que Madame Harborough, par hasard ou intentionnellement, en soit entrée en possession. Je crois que Leonard Sims en a reconnu l'importance lorsqu'il l'a vue à la fête, même s'il ne s'attendait pas à la voir réapparaître aussi publiquement. Ils refermèrent la maison et retournèrent au village. Crail resta silencieux un moment avant de parler. « Si tu as raison, pourquoi n'a-t-il pas pris la broche sur le champ? Pourquoi attendre? » « Parce que, disait Miss Marple, il ne pouvait pas risquer d'être vu avec si peu de temps après la mort de Madame Harborough, et parce que, peut-être, il pensait qu'il valait mieux le cacher jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Le lendemain matin, la nouvelle d'activité au cottage Harborough avait déjà commencé à se répandre dans le village. Madame Hartley raconta à Madame Price Ridley que la police avait été aperçue dans le chemin après la tombée de la nuit. Madame Price Ridley, à son tour, informa la femme du boucher que Leonard Sims se promenait d'un air suspect. À midi, l'histoire avait pris un caractère inéluctable. Leonard Sims, disait-on, devait être impliqué. Miss Marple, cependant, n'était pas encore prête à tirer cette conclusion publiquement. Elle souhaitait encore voir comment Pratt et M. Redfern réagiraient au resserrement du cercle. Elle reçut sa réponse plus tôt que prévu. Cet après-midi-là, alors qu'elle taillait ses pois de senteur, elle apparut au portail de son jardin. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix tendue, je crois que je dois vous dire quelque chose avant que ça n'aille plus loin. Je n'ai pas apporté la broche à la fête. On me l'a donnée, glissée dans ma main, dans High Street, le matin de la fête. On m'a dit de la déposer sur le stand et de m'assurer que Madame Harborough la voie. Et qui t'a dit ça? » Ellie jeta un coup d'œil autour d'elle avant de répondre. « Monsieur Redfern. Il a dit que c'était une sorte de test, que cela aiderait à régler un problème entre lui et Madame Harborough. Je n'ai pas posé de questions, il m'a payé pour ma peine. » L'expression de Miss Marple est restée inchangée. « Vous a-t-il expliqué pourquoi c'était important? » « Non. Mais quand il s'est cassé, il était furieux. Il a dit que j'avais tout gâché. Je lui ai dit que ce n'était pas de ma faute. »« Merci, ma chère, » dit gentiment Miss Marple. « C'est très utile. Vous avez bien fait de parler maintenant. » Après le départ d'Ellie, Miss Marple resta assise un moment, réfléchissant aux implications. Redfern avait manigancé la réapparition de la broche pour provoquer une réaction chez Madame Harborough. Leonard Sims, quant à lui, cherchait des documents reliant la broche à la succession de Lavinia Ham. Et quelque part, entre les actions de ces deux hommes, se trouvait la vérité sur la mort de Madame Harborough. Le soir, elle avait décidé de sa prochaine action. Elle envoie un bref message à l'inspecteur Crail. « Le moment est venu. Demain soir, au presbytère. Veuillez organiser la présence de toutes les personnes concernées. Nous aurons notre réponse à ce moment-là. » Le salon du presbytère était réchauffé par la lueur du feu, mais dehors, le soir était frais et froid, le givre recouvrant déjà l'herbe. Madame Weatherby avait disposé les chaises en demi-cercle, le plateau à thé soigneusement posé sur une table d'appoint. La scène semblait préparée pour une réunion amicale et polie, mais l'atmosphère était tendue et pleine d'attente. À 6h30, les invités étaient arrivés. Leonard Sims, pâle et visiblement tendu, Ellie Pratt, les mains jointes sur ses genoux, et M. Redfern, l'étranger londonien, qui se tenait avec la même assurance qu'au début. L'inspecteur Crail se tenait près de la cheminée, non pas en uniforme, mais visiblement vigilant. Miss Marple était assise, comme d'habitude, au coin du feu, tricotant sur ses genoux,
ses aiguilles s'agitant à un rythme régulier. Pendant quelques minutes, Madame Wetherby servit du thé et parla de choses insignifiantes, l'avancement des réparations du toit de l'église, les dernières gelées dans le jardin, mais visiblement personne n'écoutait vraiment. Enfin, mademoiselle Marple leva les yeux de son tricot, l'air doux. « Je crois, dit-elle doucement, que nous sommes tous ici à cause d'une broche. Un camée plutôt beau qui a semé bien des ennuis. C'est curieux qu'un objet aussi petit puisse supporter autant de malice. » Léonard remua sur sa chaise. Ellie jeta un coup d'œil à M. Redfern, qui ne quitta pas Miss Marple du regard. « Tout a commencé, » poursuivit-elle, « il y a de nombreuses années avec Lavinia Ham, qui est entrée en possession de certains bijoux de famille. Cette broche faisait l'objet d'une succession à Londres, et elle a suscité des tensions. Avec le temps, elle a été mise en gage, puis rachetée, et est finalement tombée entre les mains de Madame Clarisse Harborough. Elle n'a jamais admis qu'elle l'ait acquise par achat ou par héritage, mais il est clair que sa réapparition ici a sein. Mary Mead n'était pas fortuite. Elle s'arrêta, laissant les mots se poser. Le matin de la fête, poursuivit Miss Marple, Ellie Pratt reçut la broche de M. Redfern avec instruction de la placer sur son stand de charité, là où Madame Harborough serait sûre de la voir. L'objectif était de provoquer une réaction qui confirmerait les soupçons de M. Redfern, selon lesquels Madame Harborough connaissait son origine et craignait peut-être sa réapparition. La mâchoire de M. Redfern se serra, mais il ne dit rien. Lorsque Madame Harborough vit la broche, dit Mademoiselle Marple, elle la reconnut immédiatement. Son choc était sincère. Elle essaya de se ressaisir, mais le mal était fait, tant pour la broche que pour son sang-froid. Ce soir-là, elle reçoit la visite. Ce n'était pas de M. Redfern, cependant, mais de Léonard Sims. Tous les regards se tournèrent vers Sims. Sa main agrippa la coudoir de son fauteuil. « Monsieur Sims, » dit doucement Miss Marple, « vous aviez déjà vu la broche des années auparavant, à Londres. Vous saviez qu'elle faisait partie de la succession d'âmes, et vous savez aussi qu'elle pouvait être liée à des documents que Madame Harborough détenait. Vous lui avez rendu visite ce soir-là, sous prétexte de lui proposer de l'aider à réparer la pièce. Au lieu de cela, vous avez tenté d'obtenir les documents prouvant son lien avec elle. »« Ce n'est pas vrai, » commença Sims, mais la voix calme de Miss Marple étouffa sa protestation. Madame Harborough a refusé, et une dispute s'en est suivie. Je ne crois pas que vous ayez eu l'intention de la tuer, mais vous l'avez laissée dans un tel état de détresse qu'elle s'est effondrée. À cet instant, vous avez saisi l'occasion de lui retirer la broche. Vous l'avez prise avec l'intention de la vendre plus tard et vous êtes parti sans appeler à l'aide. Le visage de Sims avait perdu toute couleur. M. Redfern prit la parole pour la première fois, d'un ton sec. « Et moi? Vous semblez très sûr de mon rôle dans cette affaire. Votre rôle, dit Miss Marple, était de récupérer la broche pour des raisons totalement différentes. Vous agissiez au nom d'un proche de la famille Ham, un héritier survivant qui souhaitait récupérer ce qu'il croit lui revenir de droit. Vous avez orchestré sa réapparition pour acculer Madame Harborough, espérant qu'elle la lui rendrait ou révélerait des informations permettant de l'y retrouver. Mais vous avez sous-estimé le danger d'impliquer d'autres personnes dans votre plan. » Ellie émit un petit halètement, ses mains se resserrant sur ses genoux. « Vous, mademoiselle Pratt, poursuivit mademoiselle Marple, étiez prise entre deux feux. Vous ignoriez l'histoire de la broche, mais vous saviez qu'on vous demandait de participer à une affaire secrète. Vous avez accepté le paiement parce que vous le pensiez inoffensif. Pourtant, à la mort de Madame Harborough, vous avez réalisé que l'affaire était loin d'être anodine, et la peur vous a empêché de parler. » Les yeux d'Ellie brillaient. « Je n'avais jamais voulu blesser qui que ce soit. Je pensais que c'était juste un plan ridicule. » L'inspecteur Crail changea de position. Sims prit donc la broche, et Redfern la réclame. « Mais pourquoi la remettre en gage? »« Parce que, expliqua Miss Marple, M. Sims craignait d'être pris en sa possession.
La mettre en gage sous un faux nom à Londres lui faisait gagner du temps, mais il n'avait pas prévu que le ticket du prêteur sur gage pourrait être perdu ou déposé à St. Mary Mead, ce qui permettrait de remonter jusqu'à lui. Elle posa son tricot et les regarda tour à tour. Ce n'est pas l'histoire d'un méchant et de 3 innocents. C'est un mélange d'avidité, de peur et d'orgueil. Le complot de M. Redfern a déclenché les événements. L'opportunisme de M. Sims a transformé une confrontation en fatalité. Et le silence de Mlle Pratt a permis aux soupçons de se propager sans retenue. Pendant un instant, personne ne parla. Le seul bruit était le crépitement du feu. Puis l'inspecteur Crail s'avança. « Monsieur Sims, vous devrez m'accompagner. Je suis sûr que vous comprenez la gravité de laisser Mme Harborough sans aide. » Sims se leva lentement, l'air résigné. Je n'avais jamais voulu dire qu'il avait commencé, mais ses mots s'éteignirent. Redfern se leva également, le visage calme, mais le regard dur. « Mon affaire est terminée, dit-il. « Peut-être, répondit Miss Marple, mais je devrais être prudente à l'avenir. Manipuler les événements dans l'ombre se termine rarement aussi bien qu'on l'espère. » Une fois partie, la pièce parut soudain plus lumineuse. Madame Weatherby laissa échapper un long soupir. « Jane, comment le savais-tu » Miss Marple sourit faiblement. « C'est la nature humaine, ma chère. On croit que ses secrets sont en sécurité s'ils ne les disent jamais à voix haute. Mais leurs actes, leurs regards, leur silence en disent long. Et dans ce cas précis, la vérité était aussi claire que la gravure de cette malheureuse broche. Dehors, le gel s'était épaissi, craquant sous les pieds. St. Mary Mead va bientôt retrouver son rythme habituel, et le scandale s'inscrit peu à peu dans l'histoire du village. Mais Miss Marple savait que, comme dans tous les cas de ce genre, les remous persistaient dans les regards, les voix basses et les évitements prudents de certains sujets autour du thé. Le matin suivant la réunion au presbytère, le soleil se leva, pâle et calme, le givre épais recouvrant la verdure. La fumée de la cheminée montait lentement dans l'air, et le seul mouvement était celui du facteur qui avançait dans le chemin, ses bottes crissant doucement sur l'herbe blanchie. St. Mary Mead, en apparence, avait retrouvé son rythme paisible. Intérieurement, bien sûr, ce n'était pas le cas. Les événements entourant la mort de Mme Harborough et le camée brisé faisaient déjà l'objet de conversations discrètes à la boulangerie, dans la file d'attente à la poste et parmi les lève-tôt qui prenaient l'air. Mais le ton était différent, plus de spéculation, plus de certitude feutrée, comme si le village avait décidé collectivement comment l'histoire sera racontée dans les années à venir. Au comptoir de la boulangerie, Madame Price Ridley se pencha vers Madame Hartley, la voix basse. « On dit que Léonard Sims est parti chez un cousin à Bristol. Il ne reviendra pas avant un certain temps. Peut-être même pas du tout. » Madame Hartley hocha la tête d'un air entendu. Ce qu'il y avait de mieux pour lui, j'imagine. On n'oublie pas facilement dans un endroit pareil. Et ce Londonien de Redfern, n'est-ce pas? Eh bien, il a disparu aussi soudainement qu'il était arrivé. Il est parti en douce hier matin. Au bureau de poste, Alice Finch chuchota à la receveuse. « Je savais que cette broche était en danger dès que je l'ai vue. Elle était jolie, certes, mais elle avait quelque chose de pointu, comme si elle portait malheur. En milieu de matinée, les rumeurs avaient été soigneusement emballées. La mort de Mme Harborough résultait d'une querelle d'héritage longtemps enfouie, la broche étant l'étincelle qui avait ravivé tout cela. Nul besoin que les détails soient parfaitement exacts. À St. Mary Mead, les histoires n'avaient pas besoin d'être précises pour être mémorisées. Il suffisait simplement de les raconter assez souvent. Miss Marple, quant à elle, ne confirma ni ne démentit quoi que ce soit. Elle passe la matinée, comme d'habitude, à s'occuper de son jardin malgré le froid. Elle avait toujours trouvé que travailler parmi ces plantes
lui libérait l'esprit. Les rosiers, dépouillés pour l'hiver, étaient patients. Ils supportent le gel et le froid sans se plaindre, sachant que leur heure viendrait à nouveau. L'inspecteur Crail est passé peu après midi. Il n'était pas en uniforme, mais sa posture et son expression trahissaient un homme encore chargé du poids d'une affaire inachevée. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir, dit-il, que Sims a accepté de faire une déclaration. Il admet avoir été présent au cottage cette nuit-là, avoir pris la broche et avoir dû appeler les secours lorsque Mme Harborough s'est évanouie. Cela suffira à régler. Dis l'affaire. » Miss Marple hocha la tête. « J'imagine que oui. J'espère que vous veillerez à ce que Miss Pratt soit tranquille. » Elle était stupide, pas méchante. Crail eut un bref sourire. « Oui, je m'en occupe. Quant à ce Redfern, je doute qu'on le revoie. L'intérêt de son employeur pour la broche va s'estomper maintenant qu'elle est retrouvée. » Après son départ, Miss Marple retourna à son tricot près de la fenêtre. Elle n'était pas du genre à s'attarder sur les désagréments, mais elle s'autorisa un instant de réflexion. Cette affaire était, au fond, une étude de la fragilité humaine. La peur, la cupidité, l'orgueil, tous ces petits courants qui entraînent les gens dans des eaux dangereuses sans qu'ils s'en rendent pleinement compte. Ce soir-là, Madame Weatherby est venue avec un panier de scones. « On ne parle que de ça, Jane, » a-t-elle dit en s'installant dans le fauteuil près du feu. « Mais vous savez ce que j'en pense? Je crois que les gens sont un peu soulagés. Il est plus facile de vivre avec la vérité qu'avec des questions sans réponse. »« Peut-être, » répondit Miss Marple en versant le thé. « Mais j'ai constaté que les gens préfèrent souvent la vérité claire et inoffensive. La vérité complète, avec ses angles brouillons, est moins confortable. » Madame Weatherby pencha la tête. « Vous ne pensez pas que nous avons toute la vérité? »« Je pense, » dit Miss Marple avec un léger sourire, « que nous avons suffisamment de vérité pour régler l'affaire aux yeux de la loi et suffisamment pour permettre au village de continuer comme avant. C'est souvent tout ce qu'on peut espérer. » Au cours de la semaine suivante, le gel s'intensifia et les jours raccourcissent. La vie a sain. Mary Mead reprend son cours habituel. Madame Hartley organisa la distribution des fleurs à l'église. M. Porter, du Blue Boar, reprit son concours de fléchettes hebdomadaires et la poste reprit ses conversations habituelles sur les anniversaires, les colis et la météo. Pourtant, le cottage de Harborough restait clos, ses fenêtres éteintes. Il faudrait plusieurs mois avant qu'il ne change de main, et en attendant, il restait tel un souvenir discret de ce qui s'était passé. Les enfants qui passaient devant lui en fin d'après-midi le regardaient, accélérant le pas, comme si le silence intérieur pouvait se répandre dans le chemin. Un après-midi, alors que Miss Marple revenait de l'épicerie avec un petit paquet de thé, elle s'arrêta devant le portail du cottage. Le givre scintillait sur le chemin et le jardin était envahi par la végétation, les hortensias brunies par le froid. Elle pensa à Madame Harborough, une femme arrivée au village avec un passé secret et déterminée à le garder secret. Finalement, ce ne fut pas le passé lui-même qui la trahit, mais les gens qui en connaissaient des bribes et l'objet qui les reliait. De retour à sa porte, Miss Marple rencontra la jeune Alice Finch, qui lui apportait un mot de Madame Weatherby. Alice s'attarda un instant avant de dire « C'est étrange, n'est-ce pas, Miss Marple, qu'une chose aussi petite qu'une broche puisse causer autant de problèmes ?» Miss Marple sourit faiblement. « Pas si étrange, ma chère. Les petites choses ont le don de nous révéler la vérité profonde sur nous-mêmes et sur les autres. » Ce soir-là, elle était assise près du feu avec son tricot, le cliquetis rythmique des aiguilles se mêlant au tic-tac régulier de l'horloge. Dehors, le givre recouvrait le village, recouvrant la verdure, les chaumières, et même la propriété Harborough d'un silence blanc et paisible. L'histoire s'estompe avec le temps, remplacée par de nouveaux ragots,
Mais Miss Marple savait qu'elle ne disparaîtrait jamais complètement. Elle persiste, comme toujours, dans les recoins tranquilles des conversations, remodelées par le souvenir et les récits. Et dans ces récits, pensait-elle, le camée brillerait. Toujours un peu plus fort, le givre semblerait un peu plus net, et le vrai, l'adouci et le soigneusement rangé resteraient cachés à la vue de tous, comme c'était si souvent le cas à Saint. Mary Mead. L'hiver s'installe plus fermement sur Saint. Mary Mead, les jours suivants, l'air devenant si vif qu'il blanchissait la laine de ceux qui s'attardent dehors. Le givre s'insinue chaque matin sur la verdure et le long des murs de pierre, et le village, comme par compassion, ralentit son rythme. Le tumulte des conversations autour de la mort de Madame Harborough commença à s'estomper, remplacé par le rythme plus calme de la vie quotidienne. Pourtant, les événements n'étaient pas totalement oubliés. Dans un endroit comme celui-ci, les souvenirs avaient tendance à sommeiller, attendant l'occasion propice pour ressurgir. Miss Marple passait ses matinées dans son jardin, à arracher les dernières tiges fanées et à répandre de la cendre là où elle le jugeait nécessaire. Ces tâches, si simples soient-elles, lui laissaient le temps de réfléchir, et elle constatait souvent que l'esprit s'organisait mieux lorsqu'on avait les mains occupées. Elle pensait non seulement à la broche et à son histoire complexe, mais aussi aux personnes qui avaient été prises dans ses filets. Léonard Sims, soupçonnait-elle, resterait absent un bon moment, mais peut-être pas pour toujours. Ce n'était pas, au fond, un homme cruel, mais la faiblesse et la tentation de l'opportunité l'avaient conduit à un endroit d'où il n'y avait plus de retraite honorable. Son silence, la nuit de l'effondrement de Madame Harborough, n'était pas celui d'un meurtrier, mais celui de quelqu'un trop préoccupé par sa propre sécurité pour agir. C'était, songea Miss Marple, le défaut le plus fréquent de la nature humaine. Ellie Pratt continua de tenir sa boutique, bien qu'elle fût plus calme qu'avant, sa gaieté habituelle quelque peu atténuée. Miss Marple ne lui avait parlé de l'affaire qu'une seule fois après la réunion du presbytère, et Ellie avait rapidement déclaré qu'elle souhaitait tourner la page. Mademoiselle Marple convient que c'était mieux ainsi. Certaines leçons, elle le savait, n'avaient pas besoin d'être répétées. Quant à M. Redfern, il était parti le lundi suivant la clôture de l'affaire. Il n'y avait eu ni visite d'adieu, ni explication. Son rôle dans cette affaire avait été de la manipuler plutôt que de lui nuire directement, mais Miss Marple soupçonnait qu'il ne regretterait guère les ennuis causés par son stratagème. Certaines personnes, pensait-elle, traitent les émotions et la loyauté d'autrui comme des pièces sur un échiquier, des pièces qu'on déplace pour en tirer profit, puis qu'on balaie lorsqu'elles ne servent plus à rien. Le cottage de Harborough était immobile et silencieux, son jardin envahi par la végétation et ses volets tirés. Avec le temps, il serait vendu, et le passé qu'il contenait s'effacerait pour les nouveaux occupants, même si les villageois s'en souviendraient, comme du décor d'un chapitre étrange et désagréable. Le givre sur son toit semblait presque symbolique, pensa Miss Marple, une fine couche froide recouvrant quelque chose de bien moins joli en dessous. La deuxième semaine de décembre, Madame Wetherby arrive avec un petit panier de tartes à la viande hachée. Elles s'installèrent ensemble dans le salon de Mademoiselle Marple, le feu crépitant et l'odeur des clous de girofle s'échappant de la cuisine. « Je me demande parfois, dit Madame Wetherby après une pause, si l'un d'entre nous connaissait vraiment Madame Harborough. Elle était si réservée. » Miss Marple sourit faiblement. « Je crois qu'elle était convaincue que ce qu'on choisit de ne pas dire est aussi important que ce qu'on dit. Nous ne la connaissions peut-être pas bien, mais nous en savons suffisamment pour discerner la nature de ses problèmes. » Madame Wetherby secoua la tête. « Et tout ça pour une broche, ça paraît si peu. » « Les petites choses sont souvent les plus dangereuses, » répondit Miss Marple. « Elles peuvent passer inaperçues dans les interstices de notre vie et, avant même que nous nous en rendions compte, elles en changent complètement. » Le cours.
Dans les semaines qui suivent, le village se tourne vers Noël. L'église fut décorée de houx et de lierre, la chorale répéta des chants de Noël, et Madame Hartley lança sa campagne annuelle pour faire peindre les figurines de la crèche. Les conversations sur l'affaire Harborough se réduisirent à quelques remarques occasionnelles autour du thé, et même alors, elles furent évoquées avec un certain flou délibéré, comme si trop de détails risquaient de faire ressurgir son ombre. Par un après-midi froid, Miss Marple se dirigea vers l'entrée du village, là où le chemin débouchait sur les champs. Le gel n'était pas levé depuis des jours, et les haies se découpaient nettement sur le sol blanc. Elle s'arrêta un moment, le souffle embrumé, repensant au déroulement des événements, à la façon dont la broche avait agi comme un miroir, reflétant non seulement le passé, mais aussi la véritable personnalité de ceux qui l'avaient rencontrée. Il lui vint à l'esprit que la broche elle-même, désormais enfermée comme pièce à conviction dans une réserve londonienne, n'avait aucune idée du trouble qu'elle avait causé. Ce n'était qu'un objet, après tout. Le trouble venait entièrement des désirs, des griefs, des peurs des personnes qui l'entouraient. C'était là, pensa Miss Marple, le véritable héritage du camée brisé. Non pas la perte d'un ornement, mais la révélation des fractures déjà présentes chez les personnes qu'il touchait. Alors que l'année touchait à sa fin, Miss Marple préparait son petit cottage pour Noël. Elle astiquait les chandeliers en laiton, disposait des brins de houx dans le salon et disposait une assiette de ses propres tartelettes à la viande hachée à partager avec les voisins qui pourraient passer. La vie à Saint. Mary Mead avait repris son cours paisible, et pourtant, comme toujours, elle savait que seule la surface était silencieuse. En dessous, les mêmes drames humains étaient à l'œuvre, attendant le moment où une affaire apparemment anodine les ramènerait au grand jour. La veille de Noël, assise près du feu, son tricot sur les genoux, elle écoutait les chants de Noël dans le chemin. Leur voix résonne clairement et doucement dans l'air glacial, et pendant un instant, le village semble totalement paisible. Mais Miss Marple, avec sa douceur, savait qu'il valait mieux ne pas tenir cette paix pour acquise. La nature humaine, après tout, est aussi constante que le changement des saisons, prévisible dans ses cycles, mais toujours capable de produire l'inattendu. Elle prit sa tasse de thé en souriant légèrement. Quelque part, pensa-t-elle, une autre histoire prenait déjà forme. Et quand elle surviendrait, elle serait prête, comme toujours, à remarquer les petits détails, le geste négligé, le regard précipité, le détail négligé qui lui dirait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Pour l'instant, cependant, elle laissa l'instant se reposer. Le givre reposait sur les toits de Saint. Mary Mead, les cloches de l'église sonnaient doucement au loin, et le feu projetait une douce lumière sur la pièce silencieuse. Le camée brisé avait laissé sa trace, comme toujours, mais la vie, comme toujours, continuait.